Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Lucille et Isabelle. Je suis ravie d'être avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, en attendant que tout le monde nous rejoigne, bienvenue donc à tout le monde pour ce webinaire sur le thème du partenariat entreprise mécénat de compétences. On va se partager 1 heure ensemble de bonnes pratiques sur ces deux sujets. Et j'ai le plaisir d'être avec vous, Lucille et Isabelle. Alors, en attendant que tout le monde nous rejoigne et qu'on fasse les présentations, pour ceux qui sont déjà en ligne, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne Livestorm. Donc, c'est la plateforme qu'on est actuellement en train d'utiliser pour diffuser ce webinaire. Donc, on est bien en direct. Donc, comment ça fonctionne? En bas à droite, vous avez un chat sur lequel vous pouvez vous présenter, dire un petit bonjour. Je vais vous écrire un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous pourrez partager vos bonnes pratiques, vos éventuels... S'il y a des problèmes techniques de son ou d'image, n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous avez un onglet questions où je vous invite à utiliser cet onglet pour nous poser toutes vos questions tout au long du webinaire. On y répondra soit en direct, soit on aura une session dédiée aux questions-réponses en fin de webinaire. Et vous allez également retrouver un onglet sondage dans lequel nous allons vous poser quelques questions au long du webinaire. Sachez que le webinaire est enregistré et qu'à la fin de celui-ci, vous allez recevoir la vidéo avec le support de présentation qui est affiché. Écoutez, je crois que pas mal de monde nous a déjà rejoints. Et puis, pour ceux qui nous verront en replay, je vous fais un coucou du futur, du coup. Et je vous présente, du coup, Lucille Guez et Isabelle. Je vous en prie, bonsoir. Pouvez-vous nous présenter à notre communauté? Bonsoir à tous. Moi, je suis vraiment ravie d'être à vos côtés ce soir. Et je remercie Yapla pour cette opportunité. Pour me présenter, donc moi, je suis Lucille Guez et j'accompagne des associations dans leur développement et dans leur recherche de financement. Donc, je fais un accompagnement sur la stratégie et l'opérationnel, particulièrement sur les financements publics et les financements privés et développement de liens avec les partenaires. C'est notre sujet, des partenaires entreprises, c'est notre sujet ce soir. Et je fais des formations avec un partenaire qui s'appelle DonaSafe, qui est un cabinet de conseil pour les associations et un organisme de formation. Donc, les formations de DonaSafe peuvent être prises en charge par les OPCO, et on accompagne les assos sur leur structuration, développement, les financements, la communication. Donc, si ça vous intéresse, je serais ravie d'échanger avec vous par la suite. Merci beaucoup, Lucille. Bonjour à toutes et à tous. Enchantée également d'être avec vous ce soir. Alors, je suis Isabelle Persoz, la déléguée générale de Tous Bénévoles. Tous Bénévoles, c'est une association d'intérêt général dont l'objectif est de mettre en relation les personnes qui cherchent à aider et les associations qui recherchent des bénévoles et depuis peu des salariés en mécénat de compétences, grâce essentiellement à une plateforme web qui est très performante en ce moment, puisqu'on a 90 000 visiteurs par mois. Et cette plateforme, elle est accompagnée chaque jour par des êtres humains. Pour le moment, on n'en est pas encore à l'IA, parce que pour nous, un outil performant, c'est bien, mais il se doit d'être accompagné. Et donc, on aide les associations aussi bien dans la rédaction de leur mission, que sur des aspects spécifiques comme la formation de leurs bénévoles. Et puis, on aide aussi les bénévoles, enfin les personnes qui souhaitent s'engager à trouver les missions qui leur correspondent le mieux. Donc, aujourd'hui, on est un réseau de 3000 associations adhérentes. On est vraiment une association d'associations et les associations adhèrent à Tous Bénévoles et co-construisent notre projet associatif. Et donc, sur notre plateforme aujourd'hui, il y a 8000 missions bénévoles proposées, 110 000 bénévoles inscrits, et on a fait plus de 75 000 mises en relation bénévoles-associations en 2023. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du mécénat de compétences, parce qu'on vient de sortir aussi un site sur le mécénat de compétences, où il y a déjà une centaine de missions de mécénat de compétences.
Merci beaucoup à toutes les deux pour votre présentation. Alors, je vois dans le chat qu'une personne a un problème de son. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez tous bien le son et l'image dans le chat? Oui, super. Alors, Enzo, je vais vous écrire, je vous invite à vous déconnecter et à vous reconnecter pour résoudre le souci de son. Ça fait partie des aléas du direct. Alors, au programme aujourd'hui, donc l'objectif, c'est de vous partager quelques clés donc, pour développer votre association en nouant des partenariats avec des entreprises et du mécénat de compétences. Donc, Isabelle et Lucille seront mieux à vous en parler que moi, oui. Mais donc, du coup, dans un premier temps, Lucille vous parlera donc de développer des liens entreprises-associations. Et puis, on fera un petit zoom sur le mécénat de compétences à la fin. Et puis, du coup, Lucille, je t'en prie, je te donne la main tout de suite pour notre première partie. Merci beaucoup. Donc déjà, ce que je vais vous partager aujourd'hui, en fait, je m'appuie sur mon expérience que j'ai pu avoir d'une part en tant que responsable de développement du MOVJ, où j'ai créé pas mal de liens avec des entreprises et j'ai travaillé sur les financements publics et privés. Mais j'ai aussi travaillé auprès des financeurs directement, en lien avec Bring the Way. C'est une entreprise qui accompagnait des entreprises à s'engager et à créer des partenariats impactants avec les associations. Et c'est en me nourrissant aussi des retours d'expérience d'associations que j'ai pu accompagner que je vais vous partager ces sujets. Mais vous avez aussi sûrement des retours d'expérience à faire, donc n'hésitez pas à partager aussi vos tips dans le chat si vous le souhaitez. Donc ce sujet-là, entreprise, association, pour moi, c'est vraiment un sujet central pour les associations. D'une part, parce qu'il y a des financements publics qui sont incertains et en baisse. Et du coup, c'est très important pour les associations de diversifier au maximum leur financement pour pérenniser leur activité. Et puis aussi parce que les entreprises, elles ont beaucoup de choses à offrir, elles ont beaucoup de ressources financières, matérielles et de compétences. Et puis, les associations ont aussi beaucoup de choses à apporter aux entreprises. Elles ont une expérience terrain, elles sont proches de certains acteurs dont les entreprises sont moins proches, elles ont des compétences et elles ont des expertises certaines. Donc voilà, il y a de plus en plus de choses qui peuvent se mettre en place entre les entreprises et les associations et de plus en plus d'envie. Donc, ce qu'on va voir, je vais vous partager un peu les différents types de partenariats, les cibles, comment cibler et développer ces relations avec les entreprises et des bonnes pratiques que je pourrais vous partager pour des relations sur le long terme. Petite question d'abord, est-ce que vous avez déjà noué des liens avec les entreprises, vous en interne, dans le cadre de votre association? Oui, non. Donc pour ça, je vous invite à aller dans l'onglet sondage qui vient d'être donc publié, le sondage. Et puis en attendant de recevoir les réponses, peut-être qu'on peut poursuivre, Lucille. Très bien. Et donc justement, comme je vous le disais, n'hésitez pas si vous avez déjà noué des liens avec les entreprises à partager vos tips. Donc je vous ai mis une première partie sur préparer votre pitch de financement. Ça va être très important que vous, avant même de faire une opération de collecte de fonds auprès de différents acteurs, vous ayez préparé un pitch de financement qui soit assez carré. Et puis sur la collecte de financement, le fundraising, j'ai une définition à vous partager qui me semble assez intéressante parce que ça change complètement la posture de demande de financement. Pour moi, la collecte de fonds, c'est unir des personnes qui partagent une conviction commune et les inspirer à faire une différence. On passe d'une posture où on est en demande à proposer à des personnes, et pas à des portefeuilles, mais à des personnes de s'allier à nous et de faire une différence. On se positionne vraiment dans du gagnant-gagnant et ça nous permet de valoriser notre rapport aussi aux financeurs. Et ça, il faut vraiment que vous en soyez convaincus quand vous allez approcher des financeurs, que vous puissiez montrer la puissance de ce que vous allez apporter à la personne qui veut s'allier à vous, que vraiment en s'alliant à vous, elle va faire la différence, elle va être fière et en fait, elle va avoir un impact qu'elle n'aurait pas pu avoir si elle s'était pas alliée à vos côtés. Donc, pardon. Hop. Sur ce pitch financement, donc ce que je vous disais, c'est vraiment, il faut que vous sachiez bien où vous êtes pour savoir où vous allez emmener les personnes avec vous. Savoir où vous êtes, où vous allez aller, quels sont vos projets, pour que quand vous allez rencontrer l'entreprise, vous puissiez être vraiment
clair et montrer, aujourd'hui, on est là. Mais notre objectif, c'est de contribuer à un sujet plus grand, c'est de changer quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système et vraiment les emmener, créer une émotion chez l'interlocuteur et les amener à s'engager sur votre sujet à vos côtés. Et au début, surtout si vous êtes une petite structure, si vous n'avez pas encore beaucoup d'activités, c'est vraiment sur cette vision qu'une entreprise va s'engager à vos côtés. Et aussi, ils vont être fiers de voir que en ayant fait confiance à un projet qui était débutant, et ben ils ont parié sur sur la bonne association parce qu'ils vont vous voir grandir grâce à eux et à votre partenariat aussi. Il y a des projets qui vont se développer, etc. Ils vont contribuer à une histoire et à de l'impact. Et donc, bon, c'est vraiment très important de réfléchir à ça en amont parce que quand vous allez rencontrer des financeurs, si vous n'êtes pas au clair de où vous êtes et où vous allez, et ben vous allez être un peu dans le flou et donc vous allez créer. Enfin, ça va être difficile pour le financeur de vous faire confiance parce qu'il va voir que c'est pas au clair pour vous. Et donc, savoir bien identifier aussi vos besoins, savoir faire parler vos chiffres et savoir leur partager ce que vous allez faire si vous avez l'argent nécessaire et où est-ce que vous avez envie de faire partir le projet. Et donc, moi, j'utilise une méthode qui s'appelle le pitch clear. Et donc, du coup, le pitch clear, il faut que votre pitch que vous allez préparer en amont, bien sûr, il va s'adapter à l'interlocuteur que vous allez avoir face à vous, mais il soit communicable. Donc, c'est-à-dire que rapidement, en 2 minutes, vous puissiez être en capacité de présenter votre association, de créer une émotion, de partager vos besoins et de montrer à votre interlocuteur entreprise comment ils peuvent s'engager à vos côtés. Sympathique. C'est vraiment donner toute l'énergie pendant votre pitch. Vous avez qu'une seule occasion de faire une bonne première impression, donc il faut y aller et donner toute l'énergie et toute votre passion, leur montrer pourquoi vous êtes engagé sur ce sujet-là et pourquoi c'est important qu'ils s'engagent à vos côtés. Et ça va aussi, en fait, il y a des financeurs qui vont s'engager à vos côtés juste parce que vous avez créé une émotion chez eux et qui vont croire en votre projet. Donc, juste avec cette énergie que vous allez leur donner, le fait que vous les sortez de leur quotidien, vous allez les rafraîchir, ils vont sentir que ça vaut le coup de parier sur vous. Efficace, alors là, c'est vraiment de leur dire, on a besoin de temps pour arriver là, pour faire tel projet, et donner aussi des références et faire parler les chiffres. Ça, c'est aussi important pour qu'ils puissent se projeter, par exemple, leur dire, si on nous donne 5 000 euros, pour nous, ça va nous permettre d'accompagner 5 jeunes pendant 1 an. Vraiment, de manière claire, donner des références chiffrées pour que le partenaire puisse se dire, si je leur donne 10 000, ça va leur permettre de faire ceci, cela, etc. Même si c'est si c'est global, c'est important d'avoir des références pour les projeter aussi dans le réel. Et approprier, donc parler le même langage que votre interlocuteur, adopter le même style, c'est-à-dire que s'il est un peu formel dans sa manière d'interagir avec vous, et vous adoptez le même comportement, friendly, vous êtes aussi dans le friendly. Vraiment, vous adaptez à votre interlocuteur et vous utilisez des mots qui vont lui parler, qui résonnent avec son histoire. Et puis, en fait, je parle de ça à l'oral dans le cadre du pitch, mais c'est un peu pareil quand on fait, par exemple, on répond à des appels à projets. Moi, à chaque fois, je surligne les mots-clés et je vais les remettre dans ma réponse à l'appel à projet. Je m'assure de bien placer dans mon argumentaire les mêmes mots qu'ils ont utilisés pour leur montrer qu'on parle de la même chose, on a le même vocabulaire. Et puis, approprier aussi parce que vous devez bien identifier ce qui va toucher votre interlocuteur. Donc, c'est pour ça que dans votre préparation de pitch, il faut que vous prépariez un peu les différents tiroirs en fonction de l'interlocuteur, de ce qui va le toucher. Vous allez pouvoir adapter votre pitch et vous avez les arguments aussi en fonction de ce que vous allez voir au fil de la discussion. Et enfin, réaliste, il faut être cohérent dans tous les messages que vous allez faire passer et ne pas exagérer ni sous-évaluer votre apport. Une fois qu'on a dit ça, une fois que vous avez commencé à travailler sur votre pitch, que vous connaissez vos chiffres, que vous savez où vous allez,
Il faut pas non plus il faut pas douter, il faut pas non plus le surtravailler. Votre pitch, il va s'améliorer au fur et à mesure. Il faut se lancer. Il faut surtout avoir en tête la posture de gagnant-gagnant, que vous allez apporter beaucoup de choses aussi à l'entreprise et que vous n'êtes pas dans la demande. Et puis surtout, vous avez tout à gagner en rentrant en contact avec cette entreprise et vous n'avez rien à perdre. Et ça va aussi vous enlever un peu la pression d'aller à la rencontre de potentiels financeurs. Autre petit sondage. Quel est selon vous, le pourcentage d'entreprises de plus de 10 salariés qui s'engagent auprès des associations? Je vous laisse répondre au sondage. Je vous laisse quelques secondes. Je ne sais pas si moi je vois. Oui, pour voir les résultats, vous pouvez cliquer Ouais. sur le petit œil. Je vais vous donner la réponse. Alors, attends, je vois pas le. Mince. Vous m'entendez? Je vois pas les résultats. Je sais pas si. Tu peux cliquer, normalement, tu as un petit icône d'œil juste à côté, juste en dessous du sondage. Mais sinon, je peux te donner les résultats en direct. Donc, on a 58 personnes qui votent pour le 36%, donc c'est 47% des répondants. On a 49 personnes qui ont voté pour le 57% et 17 personnes pour le 75%. Autrement dit, la plupart votent pour 36%. Ok. Eh ben, il y avait un piège. C'est-à-dire qu'il y avait bien le chiffre de 36% qui qui a été beaucoup communiqué. Mais c'était une étude du Rameau de 2015. Et donc, en 2015, il y avait 36% des entreprises de plus de 10 salariés qui s'engageaient auprès des associations. Et là, il y a une nouvelle étude qui est sortie où, du Rameau aussi, 57% des entreprises se sont engagées auprès d'une association. Donc, dans les différents niveaux d'engagement, c'est pas forcément des grands engagements, mais en tout cas, il y a eu une grosse évolution. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'aller sur ce sujet-là, parce que ça veut dire qu'il y a encore 43% qu'on peut aller chercher. Et du coup, il y a vraiment dans les entreprises de plus en plus ce sujet-là de comment s'engager, comment avoir un impact sociétale et environnementale. Et du coup, c'est le moment de prendre le sujet en main pour les associations. Différents types de partenariats. Alors, attendez, hop. Donc, il y a différents types de partenariats. Il y a le mécénat, si vous êtes d'intérêt général, mécénat financier, matériel, de compétences. On va en reparler sur les compétences. Normalement, ici, le seul objectif de l'entreprise, ça va être de contribuer au développement de l'association. C'est vraiment l'intérêt général qui prévaut ici. Et en découle bien sûr des sujets sur le bien-être, sur l'image, le renforcement de l'engagement des collaborateurs, et puis un intérêt fiscal. Mais à la base, quand une entreprise s'engage sur du mécénat, c'est un don qui n'a comme seul objectif principal, en tout cas l'objectif principal, de vous aider à porter votre cause et vos projets. Et donc, ça ouvre le droit à une réduction fiscale de 60%. Et vous pouvez mettre en place un système de remerciement. Vaut mieux parler de remerciement plutôt que de contrepartie dans le cadre des mécénats, qui en général est à hauteur de 25% du don. Et la communication ne doit pas être affichée partout. C'est pas du sponsoring, justement. Je passe directement au sponsoring parce que là, pour le coup, l'objectif, c'est vraiment un objectif commercial. C'est clair. Si vous avez une entreprise qui commence à vous parler d'indicateurs de succès commercial, de nombre de visibilité, taux de clic, de clients potentiels à qui, grâce à ce partenariat, c'est du sponsoring. Et ça, il faut bien sensibiliser l'entreprise aussi dans quel cadre on se situe, parce qu'il y en a qui vont pas forcément bien voir la différence. Et la différence, elle peut être un peu floue entre les deux. Mais du coup, il faut faire attention. Et vous, c'est votre rôle aussi de sensibiliser. Bon, bah là, on peut faire du mécénat, mais si vous voulez faire ça, bah, ça va être plutôt une prestation. Là, on est dans le cadre d'un sponsoring. Et du coup, voilà, d'être vraiment clair pour vous ce que vous acceptez à faire sur le mécénat, ce que vous pouvez faire sur du sponsoring et ce que vous allez faire aussi sur de la prestation. Donc, sur la prestation, ça, c'est aussi très intéressant. Et il faut vraiment faire en interne le diagnostic de vos forces et des expertises que vous pouvez avoir pour développer des potentielles prestations à destination des entreprises.
Donc, par exemple, des sensibilisations, des ateliers, des conférences, des team building, mais les team building qui, normalement, doivent aussi contribuer à votre développement, des formations, de l'accompagnement. Par exemple, nous, au MoveJ, on était sur l'accompagnement des entrepreneurs et on a mis en place en prestation un accompagnement du groupe La Poste qui voulait développer de l'intrapreneuriat dans l'entreprise. Et nous, notre expertise, c'était d'accompagner l'entrepreneuriat et on les a accompagnés à faire un programme d'accompagnement intrapreneurial. Et du coup, voilà, cherchez vos forces pour voir comment vous pouvez aussi proposer des prestations. Mais attention de ne pas vous éloigner trop de votre cœur de métier et aussi de bien évaluer le temps et le budget que vous demandez euh, dans le cadre de ces prestations. Et puis après, il y a aussi des projets enfin, de co-création qui peuvent être mis en place. C'est vraiment dans l'objectif de développement des deux entités, de l'entreprise et de l'association. Vous avez identifié qu'il y avait un projet que vous pouviez porter ensemble et chacun va mettre des ressources, soit financières, humaines ou matérielles, pour développer ce projet ensemble. Donc vraiment co-création. Et d'autres types de liens avec les entreprises, par exemple avec la taxe d'apprentissage si vous êtes sur des sujets de formation et d'insertion professionnelle, et fonds de revitalisation si vous êtes sur des sujets de création d'emplois. Après, il y a plein d'autres petites manières d'être en lien avec les entreprises sur les différents sujets, mais si ça vous intéresse, on pourra aussi creuser le point ensemble si vous voulez échanger un peu plus en profondeur. Je vous ai fait un point sur le mécénat sponsoring, mais on en a un peu parlé, donc je vais sauter ce point. Mais vous aurez la présentation par la suite. Sur cibler les potentiels partenaires, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment aller dans le dur et à la rencontre. C'est le réseau, le réseau, les réseaux. Et si vous n'avez pas de réseau, eh ben, créez-le. Déjà, identifiez les entreprises qu'il y a dans votre cercle proche. Proposez aux membres de l'association de vous mettre en relation. Faites le tour des réseaux des différentes personnes de l'association qui peuvent faciliter la prise de contact. Sortez à la rencontre des différents acteurs. Donc, par exemple, identifier les événements où vous allez avoir potentiellement des entreprises qui pourraient vous intéresser et essayer d'aller rencontrer physiquement la personne. Provoquer la rencontre sans être dans une démarche trop commerciale, intéressez-vous à eux. Et par exemple, moi, ce que je fais quand je vais dans des événements ou dans des conférences, j'essaye de poser une question ou en tout cas d'intervenir et après de reprendre contact avec la personne, soit sur LinkedIn. Lui, peut-être aura complètement oublié que je suis intervenue ou m'aura même pas vu, mais au moins, ça me donne une raison de prendre contact avec lui et sans aller sur du porte-à-porte. Et après, cibler les entreprises, si vous les avez pas rencontrées, c'est vraiment un travail de détective où vous allez aller chercher de l'information qualitative et quantitative. Et du coup, regarder le type d'entreprise qui peut s'intéresser à votre thématique, celles qui sont déjà engagées, mais aussi, comme je vous le disais, celles qui sont un peu moins engagées, ou en tout cas qui n'ont pas développé de programme d'engagement aujourd'hui, parce qu'il y a une bonne marge de manœuvre sur les entreprises de taille intermédiaire qui ne sont pas encore engagées et qui doivent aussi s'engager en interne. Et puis après, cibler la personne ou le service vers lesquels vous allez aller. Donc, direction, enfin, plus c'est haut, mieux c'est. Mais après, même si vous êtes en lien avec un collaborateur, euh, en fait, le premier interlocuteur que vous allez contacter, c'est pas forcément celui avec lequel la discussion va continuer. Et ça peut être un point d'entrée pour rencontrer par la suite la direction générale, les RH, la communication, la RSE. Donc, voilà, essayer de rentrer en contact et d'être aussi mis en lien avec peut-être des personnes qui seront décisionnaires. Et nous, on profitait beaucoup de temps forts. Par exemple, c'était la cérémonie de remise de prix du MoveJ. C'était à ce moment-là qu'on invitait tous nos prospects pour leur donner à voir et leur montrer comment on mettait en avant les partenaires, etc. Donc voilà, si vous avez des événements phares, c'est le moment de vraiment mettre le paquet là-dessus. Et travailler des outils de communication professionnels pour que par la suite de votre premier échange, vous puissiez avoir les personnes en interne qui relaient la proposition.
Créer un partenariat gagnant-gagnant. Donc ça, c'est vraiment l'idée de déjà d'être de créer un cadre de confiance avec votre interlocuteur, mais pas seulement avec l'interlocuteur, aussi avec d'autres collaborateurs de l'entreprise. Parce que si l'interlocuteur part, et ben c'est important que vous puissiez garder le lien et qu'il puisse y avoir d'autres interlocuteurs qui poussent le partenariat en interne. S'il y a des restructurations qui sont en cours, il faut que ce soit qui est un peu vous ayez développé votre message un peu dans toutes les sphères. Et puis après, faites-les parler, même si le partenariat est déjà enclenché, il faut continuer à être dans l'échange, parler de vos besoins, faites-les parler de leurs besoins pour être attentif à des éventuelles évolutions, opportunités ou risques. Et structurer votre politique partenariale, ça c'est important aussi, hiérarchiser les différents types de partenariats, standardiser des propositions aux partenaires. Et l'important, c'est aussi, pourquoi pas, d'avoir des niveaux de partenariat, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça peut vraiment vous aider aussi à communiquer et à ne pas vous faire envahir par certains petits partenaires qui vont vouloir faire énormément de choses avec vous. Parce ils sont très engagés, mais du coup, vous, ça vous protège aussi de faire des niveaux de partenariat. Et la relation sur le long terme, en fait, c'est bien d'avoir des outils de communication. Par exemple, moi, tous les 2, 3 mois, j'envoyais une newsletter dédiée aux partenaires pour leur montrer ce qu'on faisait, ce qu'on avait fait avec eux, etc. Rester vraiment dans leur quotidien. Ne pas oublier de les inviter, enfin voilà, les mettre dans nos communications et leur faire des piqûres de rappel super réguliers. Faites connaître les partenariats en interne, parce que ça, il n'y a rien de pire pour un partenaire de venir à un événement et de sentir que personne ne les connaît. Et puis, prenez en compte leur temporalité. Ça aussi, c'est important, si vous avez des événements, de ne pas être exactement le même jour que leur événement, d'essayer d'anticiper un peu avant et donc d'échanger avec eux en amont. Impliquer leurs collaborateurs, mais aussi le comité de direction. Il y a un exemple avec la cravate solidaire, par exemple, à chaque fois qu'ils vont signer un partenariat, et le DG, c'est le DG qui va qui va donner sa cravate pour montrer que tous les collaborateurs doivent être engagés aussi dans la collecte de vêtements. Donc, cravate solidaire, c'est collecte de vêtements professionnels pour des personnes dans la précarité. Et donc, du coup, le DG remet sa cravate au début du partenariat. Ça, c'est des symboles qui sont assez forts. Et puis après, les projeter assez rapidement dans la suite des bilans, mais aussi leur proposer des futures actions, les perspectives à venir. Et enfin, demandez-leur je vais un peu vite, mais parce que je vois le temps qui passe, proposez-leur des recommandations parce que eux aussi sont dans une communauté d'entreprises et peuvent vous introduire à d'autres entreprises autour d'eux et ça peut créer aussi d'autres partenariats. Dernière petite slide, et puis après je passe la parole à Isabelle. Votre partenariat, ça peut commencer soit par une petite action et puis après monter en puissance, soit ça peut être déjà un partenariat construit et tous les ans, vous proposez des actions complémentaires pour aller un peu plus loin. Quelques idées, par exemple, organiser des challenges pour les collaborateurs en entreprise, X kilos récoltés, X euros pour l'association, X kilomètres marchés, X euros pour l'association. Développer des produits partage. Après, il y a aussi engager la communauté autour de l'entreprise, les salariés, les fournisseurs, les clients, avec par exemple des systèmes de dons augmentés où l'entreprise va partager par exemple votre campagne de dons aux salariés, aux partenaires, et dès qu'il y aura un versement d'une somme de la part de la communauté, l'entreprise va doubler la somme. L'arrondi sur salaire, micro-dons, et l'organisation d'événements communs aussi pour engager la communauté de l'entreprise à soutenir l'association. Donc, ça peut être il y a énormément de manières d'engager l'entreprise à aller un peu plus loin ou alors commencer petit pour aller beaucoup plus loin par la suite. J'ai été très vite, mais il y avait plein de choses à dire. Donc, Isabelle, je te laisse la main sur la partie mécénat de compétences. Merci, Lucille. Alors, j'arrive pas. Voilà. Alors, sur le mécénat de compétences, on va vraiment faire un zoom parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Après, je pourrais vous donner quelques liens utiles sur le mécénat de compétences. Alors, j'arrive pas à bouger la slide, pardon. Voilà. Je vais vous parler du mécénat de compétences et qu'est-ce que c'est, les conditions pour en bénéficier, les avantages pour une association d'intégrer des salariés en mécénat de compétences, et puis quelques bonnes pratiques pour intégrer des salariés en mécénat de compétences dans votre association. J'arrive toujours pas. Merci beaucoup, Solène. Alors, le mécénat de compétences, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un don en nature qui consiste en fait pour une entreprise à mettre à disposition d'organismes d'intérêt général des collaborateurs qui vont mobiliser leurs compétences ou leur force de travail sur leur temps de travail et avec maintien de leur salaire. Donc, en fait, il peut s'agir soit d'une prestation de service déterminée que l'entreprise va piloter. Par exemple, une association qui va rénover un monument peut faire appel à une entreprise de restauration d'art, et donc le restaurateur d'art il va restaurer une œuvre et l'entreprise va piloter en fait cette prestation. Donc c'est sous forme de prestation de service. Donc l'entreprise va rester le manager de cette personne, on va dire. Ou alors il s'agit de prêt de main-d'œuvre, auquel cas c'est l'organisme d'intérêt général qui peut être l'autorité fonctionnelle de la personne qui va être prêtée. Donc on en parlera plus en détail, mais c'est bien une personne qui va intégrer votre association et donc qui va faire partie des ressources humaines qui seront dans votre association. Alors, le mécénat de compétences peut varier en temps et en fréquence en fonction des besoins que vous avez. Ça peut être des missions longues de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Alors, c'était 2 ans maximum, ça va sans doute passer à 3 ans maximum. Il y a alors je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle loi sur le bénévolat et la vie associative qui est en train de passer au Sénat, enfin même qui va passer au Sénat, je pense, le 14 mars, et qui est très intéressante pour le mécénat de compétences, puisque permettra sans doute de passer de 2 ans maximum aujourd'hui à 3 ans maximum, et surtout qui dit que aujourd'hui, dans la loi, globalement, le mécénat de compétences était réservé aux entreprises de 5000 salariés. Dans la pratique, il y en avait plein qui l'utilisaient quand même, mais c'était pas dans la loi. Maintenant, ça va être dans la loi. Donc, ça va peut-être être aussi un moment où le mécénat de compétences va être un peu plus visible, notamment parce que aussi l'âge de la retraite est reculé, qu'on reparle de retraite progressive. Donc, je pense qu'il y a un contexte aujourd'hui qui est pas mal autour du mécénat de compétences. Donc, il y a la mission longue de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Alors, ça peut être des missions longues à plein temps. Ça peut être des missions longues 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, 4 jours par semaine. Voilà, en fait, tout est possible. Ça peut être des missions d'expertise de quelques semaines. Vous avez besoin de quelqu'un pendant quelques semaines pour éclaircir le sujet du RGPD parce que vous n'êtes pas tout à fait sûr d'être dans les clous. Vous pouvez avoir besoin d'un juriste pendant quelques semaines. Et puis, il y a les missions courtes, même d'une demi-journée. Alors moi, on travaille beaucoup avec nos associations adhérentes. On sait que c'est un format qui n'est pas forcément plébiscité par les associations et beaucoup par les entreprises parce qu'elles veulent faire du team building, etc. Voilà, de temps en temps, ça peut être pertinent, mais c'est pas forcément le mécénat de compétences qui vous intéresse le plus. Voilà. Alors, merci beaucoup.
Il y a le sondage avant, c'est ça? Ouais, ok, très bien. Alors, un petit sondage pour savoir si vous connaissez la différence entre mécénat de compétences et bénévolat de compétences. Alors, j'ai compris que sondage, fallait appuyer sur sondage et donc pas écrire dans le chat et appuyer sur oui ou non. Voilà. C'est ça. Et on a une grande majorité de personnes qui répondent non, avec plus de 80%, 83% à peu près de personnes qui disent ne pas connaître la différence entre le mécénat de compétences et le bénévolat de compétences. Eh bien, peut-être qu'en attendant qu'on commence à avoir pas mal de participants au sondage, 130 votes, est-ce que tu veux nous expliquer, Isabelle, du coup, ce que c'est que la différence entre les deux? Alors, le bénévolat de compétences, c'est une démarche individuelle. Hein. C'est un bénévole comme un autre. C'est juste qu'il va partager ses compétences qu'il a acquises dans sa vie professionnelle ou d'ailleurs ailleurs. Hein. Donc, c'est une démarche individuelle, donc il n'y a pas de compensation financière. La personne, elle donne de son temps à une organisation sociale sur son temps en fait personnel, donc en dehors de son temps de travail. Elle peut de temps en temps avoir le soutien de son entreprise. Il y a des entreprises qui permettent, je sais pas, à un président d'association d'assister à une AG qui serait à une matinée. C'est vrai aussi que le fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises où il y a des RTT a fait que c'était plus simple d'être en bénévolat de compétences. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui relève de l'individu et pas du tout de l'entreprise. Après, je vous ai mis aussi le volontariat parce que on hésite parfois aussi sur le volontariat. Donc, le volontariat, c'est aussi un contrat donc avec l'organisme, avec l'association. On a une indemnité versée aux volontaires. Et là, vous avez des tas de possibilités, le service civique, le service volontaire européen, le service volontaire international, etc. Et là, effectivement, il y a une indemnité. Mais encore une fois, c'est une démarche personnelle et l'individu n'est pas du tout, en fait, je dirais, en prise avec son entreprise, non. Et il décide de faire un service volontaire à l'international et l'entreprise n'intervient pas. Alors, sur le mécénat de compétences, c'est effectivement un engagement personnel du salarié. L'entreprise ne peut pas forcer quelqu'un à faire du mécénat de compétences. Donc, c'est aussi une démarche individuelle. C'est la réponse à un besoin identifié de votre organisme et il faut l'accord de l'entreprise. Donc, c'est vraiment ça qui change tout parce que, en fait, le mécénat de compétences, il est sur le temps de travail et donc le salarié, il est payé comme s'il était dans son entreprise en train de travailler. Voilà, donc c'est vraiment ça la différence majeure, hein, c'est qu'il est il est toujours salarié de l'entreprise et c'est donc sur son temps de travail qu'il va être mis à disposition de l'association. Voilà. Alors, j'ai mis que l'article du Code du travail, de toute façon, je crois qu'après, vous allez avoir la présentation. Donc, vous allez pouvoir aller voir en détail, en fait, cette loi, cet article de loi du Code du travail. En fait, il y a toujours une convention qui est signée entre l'entreprise et l'association. Qui reprend généralement le projet, les parties, l'objet de la convention, les obligations des parties, la durée, les possibilités de résiliation, les assurances spécifiques à la mission.
Il peut y avoir aussi des sujets de propriété intellectuelle, de RGPD, de transfert de responsabilité, la loi applicable, les actions en cas de litige, etc. Le salarié, lui, il signe un avenant à son contrat de travail. Donc, c'est quand même très encadré, le mécénat de compétences, ce qui est normal. D'ailleurs, quand des salariés partent en mécénat de compétences dans leur entreprise, enfin, le comité en entreprise, enfin, tout le monde, on est au courant dans l'entreprise. C'est une démarche souvent qui est initiée par les RH. Enfin, voilà. Donc, c'est très encadré. Et donc, sur le plan fiscal, donc l'article 238 bis du Code général des impôts s'applique. Alors, je ne sais pas si la slide suivante parle de l'intérêt général, mais je sais qu'il y a eu des questions dans le chat sur le rescrit fiscal, donc c'est peut-être là qu'on en parle. Voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, les conditions pour bénéficier d'un mécénat d'entreprise est réservées aux associations d'intérêt général. Donc, être d'intérêt général, c'est ne pas profiter à un cercle restreint de personnes, avoir une gestion désintéressée, ne pas mener d'opérations lucratives. Enfin, alors on peut mener des opérations lucratives, mais ça ne doit pas être la majorité en fait de ce qu'on fait. Donc, disons que ça doit pas du tout être l'objet. Et donc, par exemple, les associations d'anciens élèves ne peuvent pas parce que il y a un caractère restreint. Voilà, c'est un exemple. Donc, on a aussi la liste des organismes. Donc, il y a plein de fondations qui sont éligibles, les associations d'utilité publique, etc. Donc, ça, vous aurez accès. Alors, tout à l'heure, il y avait une question sur le rescrit fiscal. Alors, le rescrit fiscal, il y a certaines entreprises qui le demandent. Je sais que BNP Paribas le demandait. Et puis, c'est vrai que l'administration fiscale accorde de moins en moins le rescrit fiscal, parce qu'à chaque fois qu'elles accordent un rescrit fiscal, c'est quelqu'un qui en profite en quelque sorte, et donc c'est de l'argent qui sort. Hein. Donc demander un rescrit fiscal, c'est un peu, enfin nous on l'a fait chez Tous Bénévoles, donc je suis bien placée pour vous en parler. C'est un peu un parcours du combattant parce que tous les prétextes vont être bons pour ne pas vous le donner. Nous, on a eu plusieurs allers-retours, on s'est fait accompagner d'un avocat et une association comme Admical qui connaît bien le mécénat ne recommande plus de demander un rescrit fiscal parce que tant que le rescrit fiscal un jour revient et on vous dit oui, vous êtes d'intérêt général, on se dit super. Donc oui, et on se dit ouf aussi. Mais tant qu'ils répondent que vous n'êtes pas d'intérêt général et qu'ils n'en sont pas sûrs, etc., pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas du tout bénéficier d'un mécénat d'entreprise. Alors que si vous ne demandez pas et si vous dites moi je suis de bonne foi, et effectivement il faut que vous soyez de bonne foi et que ce soit réel, mais vous répondez aux critères de l'intérêt général, vous pouvez bénéficier d'un mécénat d'entreprise et en particulier d'un mécénat de compétences. Et donc, c'est vrai que voilà, les avocats déconseillent de demander le rescrit fiscal. Maintenant, si c'est une entreprise qui exige le rescrit fiscal, soit vous avez le courage de le demander, et c'est vrai que c'est beaucoup de travail, franchement. Soit vous vous adressez à une autre entreprise. Voilà. Alors, les avantages du mécénat de compétences, effectivement, ils sont nombreux, mais attention, c'est vrai que nous, on vient de sortir un site sur le mécénat de compétences, et faut quand même vous dire que il y a beaucoup moins, bien sûr, de salariés en mécénat de compétences potentiels que de bénévoles, par exemple, en France. Alors, effectivement, j'ai dit tout à l'heure que avec la nouvelle loi, peut-être que ça allait se démocratiser un peu, et c'est aussi notre objectif chez Tous Bénévoles en créant ce site de rendre ce mécénat de compétences plus visible. Mais en tout cas, il y a des avantages certains, et ça c'est sûr, parce que vous allez avoir accès à des compétences spécialisées pendant un temps donné, afin de mieux satisfaire votre objectif associatif et mener à bien vos actions.
Vous pouvez en effet avoir des personnes qui interviennent dans des domaines comme la gestion de projet, le marketing, la communication, la comptabilité, la conception graphique, l'informatique. Enfin, il y a un nombre de domaines dans la vie professionnelle qui sont nombreux et donc chacune de vos associations est différente et peut avoir accès à telle ou telle compétence qui lui permet d'être plus efficace dans ce qu'elle fait ou tout simplement de porter mieux ses actions ou de se développer. Il y a le côté renforcement des capacités internes. Alors, quelqu'un qui arrive d'une entreprise, souvent, il est très, très surpris de ce qui se passe dans une association. Et nous, on a rencontré des salariés en mécénat de compétences. Ils disent souvent ah oui, là, j'ai vu qu'ils faisaient avec 3 bouts de ficelle et qu'ils faisaient sans méthode, etc. Ça peut permettre du côté associatif d'observer une nouvelle manière de faire, de bénéficier aussi d'un regard extérieur avec donc des méthodes de travail qui sont issues du monde de l'entreprise et parfois de pouvoir les transposer dans votre organisation avec la possibilité pour vos salariés ou pour vos bénévoles d'acquérir eux-mêmes de nouvelles compétences. Donc ça, c'est un côté très intéressant. J'ai mis aussi le recrutement de nouveaux bénévoles parce que en interrogeant nos associations adhérentes qui ont fait appel à des salariés en mécénat de compétences long de fin de carrière notamment, elles nous disent qu'à 95% selon des associations, ces salariés en fin de carrière deviennent bénévoles et évidemment avec une forte motivation pour le projet et une très bonne connaissance de l'association. C'est vraiment quelque chose, à l'heure où on dit que les retraités ne viennent plus dans les associations, c'est quand même une façon de les happer en quelque sorte lorsqu'ils sont en mécénat de compétences de fin de carrière. Et puis, ça peut permettre aussi de créer des partenariats durables, parce que au-delà de l'échange de compétences dont on parle, on peut aussi ensuite, pourquoi pas, avoir un partenariat financier ou autre, ou en nature, de la part de l'entreprise. Et là, Lucille a donné suffisamment d'exemples. Le mécénat de compétences peut être un premier pas qui vous amène à d'autres partenariats avec cette entreprise. Alors, je vais vous donner quelques bonnes pratiques. Alors après, vous en avez certainement pour ceux peut-être qui connaissent déjà le mécénat de compétences. C'est vrai qu'il faut définir bien les besoins et les objectifs avant d'accueillir un salarié en mécénat de compétences. Donc, au moins théoriquement, il est vraiment essentiel de définir les besoins spécifiques de l'association et les objectifs à atteindre grâce à cette collaboration. Ça va permettre de bien cibler le profil dont vous allez avoir besoin et surtout de définir des attentes claires pour ce salarié en mécénat de compétences. Alors, on dit qu'il faut élaborer une description de mission détaillée. C'est vrai que c'est plus simple, mais ça, vous le savez aussi pour le bénévolat. Plus la mission est précise, plus elle est compréhensible, plus elle décrit bien les tâches, les responsabilités, les compétences requises pour le projet, plus la personne va réussir à se projeter dans sa future mission. Et puis, ça va aider à aligner donc les attentes du salarié volontaire avec les besoins de l'association. Alors, dans la pratique, puisqu'on a eu l'occasion de partager des bonnes pratiques d'association, dans la pratique, souvent, il y a une mission et puis on rencontre le salarié et puis il dit « mais moi, en fait, je sais aussi faire ça et puis en fait, votre projet m'intéresse ». Et donc, souvent, on adapte la mission, en fait. On redéfinit une mission qui reprend peut-être à 75% la mission décrite initialement, mais qui permet de faire des aménagements qui font que finalement, les compétences du salarié sont mieux utilisées et que ce soit encore plus pertinent pour l'association. Voilà.
Alors ensuite, bon, faut avoir une communication transparente, écouter toujours le salarié qui va venir en mécénat de compétences. En fait, il faut qu'il comprenne bien, comme on disait, la mission de l'association et son rôle vraiment dans la réalisation. Il connaît pas votre association, donc il faut que il sache exactement ce qu'on attend de lui. Et il faut vraiment être à l'écoute. Il peut être complètement perdu au début, ne pas savoir comment s'adapter, et ça sera à vous de piloter, d'adapter la mission. Donc vraiment, il faut qu'il sente qu'il peut échanger avec vous, il peut faire part de ses doutes et que tout soit vraiment transparent, voilà, pour lui. Alors, on va passer d'ailleurs à l'intégration en fait de ce salarié en mécénat de compétences. Donc, l'idéal, c'est, bon, vous n'avez peut-être pas de processus, mais prévoir quand même une façon d'accueillir, d'intégrer le salarié en mécénat de compétences. Alors, ça peut être au préalable une visite des locaux, quand il arrive, une présentation de tous les membres de l'équipe, salariés, bénévoles, de tous les projets en cours, même ceux sur lesquels il ne va pas travailler. Et puis, bien sûr, il faut s'assurer qu'il a bien toutes les ressources nécessaires pour mener à bien ses missions. Voilà. Je crois que je suis en retard. Alors, reconnaissez aussi ce qui fait le travail du salarié pour maintenir sa motivation, son engagement et surtout, comme vous le faites pour les bénévoles, exprimer votre gratitude, vos remerciements pour sa contribution et puis partager ses réalisations avec le reste de l'équipe. Alors, du coup, petite question, est-ce que avec ces quelques petites slides que je vous ai présentées, vous sentez-vous mieux armé pour faire appel à des salariés en mécénat de compétences ? Et les réponses tendent plutôt vers le oui. C'est chouette. Eh bien, c'est super. Mais même si ça a été très court, mais voilà. Ouais, en même temps, on avait peu de temps finalement pour raconter plein de belles choses et donner pas mal d'astuces. Et d'ailleurs, on a autant de questions. Alors peut-être qu'avant de passer aux questions, vous vouliez toucher un petit mot, Lucille et Isabelle, pour expliquer comment chacune d'entre vous, vous pouvez accompagner les associations sur ces thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Peut-être, Lucille, tu veux commencer Oui, alors c'est vrai que le webinaire en 1 heure sur tous ces sujets, on a tellement de choses à dire que on aurait pu en parler pendant une journée complète. Mais du coup, si vous voulez approfondir le sujet, donc soit par des formations du coaching ou soutien opérationnel, n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous pour qu'on puisse échanger sur vos besoins, sur des sujets de structuration, développement, financement, communication, et on pourra voir comment on peut vous accompagner aussi avec DonaSafe. Oui, du côté de tous bénévoles, effectivement, on peut vous accompagner sur le bénévolat et maintenant sur le mécénat de compétences. Vous allez retrouver pas mal de choses de ce que j'ai dit aujourd'hui dans la foire aux questions de notre site qui s'appelle mécénatdecompétences.org. Et puis peut-être d'autres détails, donc n'hésitez pas. Merci à toutes les deux. Je vous partage dans le chat, pour ceux qui sont intéressés d'une prise de rendez-vous avec Lucille ou pour ceux qui veulent en savoir plus sur Tous Bénévoles, je vous partage les liens dans le chat. Mais sachez que vous avez la présentation là qui est à l'écran qui va vous être envoyée par email
Et sur les petits boutons, là, orange et bleu, que vous voyez, vous allez pouvoir cliquer et ça va vous renvoyer sur les liens que je vous partage à l'instant dans le chat. Et je vous propose qu'on passe à notre session questions-réponses. Vous avez été nombreux à nous écrire dans le chat, dans l'onglet questions. Alors, du coup, je vais essayer de reprendre le fil pour tous ceux qu'on n'a pas répondu. Peut-être qu'il y a des questions qui seront plus simples d'aborder en rendez-vous, par exemple, avec Lucille. Donc, je vais essayer de vous adresser les questions à chacune d'entre vous, Lucille et Isabelle. Et puis, si vous jugez que ça nécessite un rendez-vous autre, n'hésitez pas. Alors, donc nous avons Gontran, désolé si j'écorche vos prénoms et vos noms, qui nous demande donc pour qu'une association puisse recueillir des dons d'entreprise et faire en sorte que l'entreprise obtienne une réduction d'impôt, doit-on avoir une forme particulière? Nous sommes une association d'étudiants en école de commerce. Je vais afficher la question à l'écran. Je veux bien. Non, je pense qu'on a. Oui, vas-y. En fait, vous êtes une association d'étudiants en école de commerce, donc non, vous n'êtes pas d'intérêt général parce que en fait, vous êtes une association qui est réservée aux étudiants de votre école de commerce. Donc voilà. Donc vous ne pouvez pas faire appel au mécénat avec réduction d'impôt. Après, vous pouvez trouver une entreprise qui vous aide autrement, mais en tout cas, elle ne pourra pas défiscaliser. Merci beaucoup Isabelle. Ensuite, nous avons Stéphanie qui nous dit « S'il devient difficile, voire impossible d'obtenir l'autorisation d'émettre des rescrits fiscaux, les bénévoles ne pourront plus obtenir les avantages fiscaux pour leurs frais abandonnés à l'association. » Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question, je ne sais pas si vous la comprenez mieux que moi. Je pense que ce qu'il a voulu… c'est Stéphanie. Okay. Ce qui a été demandé, c'est est-ce qu'il faut des rescrits fiscaux pour pouvoir remplir le CERFA pour les bénévoles? Pas du tout. Si vous estimez que vous êtes d'intérêt général, ça suffit en fait. Le rescrit fiscal, c'est un peu la cerise sur le gâteau puisque l'administration fiscale dit vous êtes d'intérêt général. Mais en réalité, si vous êtes d'intérêt général, si vous correspondez aux critères de l'intérêt général, vous pouvez émettre des CERFA. Merci beaucoup Isabelle. Nous avons ensuite une question de Jean-Luc. Peut-on bénéficier de mécénat de compétences si on n'est pas reconnu d'intérêt général? Alors peut-être qu'il y a des questions auxquelles on a déjà un peu répondu, mais si on se répète. Alors oui, sauf que l'entreprise ne pourra pas défiscaliser. Donc il y a quand même, enfin notamment sur le mécénat de compétences longues fin de carrière, il y a aussi cette carotte de la défiscalisation. Enfin les entreprises ne sont pas philanthropes, donc il y a peu de chance, mais après tout, pourquoi pas, hein. Elles peuvent vous aider autrement sans… je dirais sur les demi-journées, il y a plein d'entreprises qui ne défiscalisent pas, par exemple. Ou alors, il y a des entreprises qui ont atteint leur plafond de défiscalisation, puisqu'il y a un plafond. Et donc, au-delà, il est possible qu'elles puissent vous aider. Ensuite… Nous avons une question de Laure qui dit « Pourrait-il exister une plateforme avec les infos essentielles associatives, quid droit du travail annuaire ?» Alors, à ma connaissance, il existe plein de ressources en ligne qui donnent, je ne sais pas si vous en avez en tête, Lucille et Isabelle, mais en ce qui nous concerne, il y a plein on a un blog, je vais vous partager le lien dans le chat. On a un blog avec des articles qui parlent ça arrive qu'on évoque des sujets comme le rescrit fiscal, le mécénat, mais globalement, peut-être que sur Tous Bénévoles aussi, vous avez un blog avec des articles. Je crois qu'il y a d'autres plateformes qui existent. Oui, il y a plein de liens, d'informations sur l'univers associatif. Particulièrement, là, les études que je vous ai partagées, il y a le Rameau, la Fonda. Ça, c'est aussi ça. Vous pouvez avoir aussi des chiffres clés sur votre secteur sur votre thématique d'intervention qui peuvent vous donner des indices aussi sur les liens entreprises, quelles entreprises s'engagent, quel type d'arguments vous pouvez faire passer. Il y a
pas mal d'acteurs en fait on pourra peut-être vous faire la liste là des acteurs, mais moi j'ai répertorié enfin des groupes d'acteurs que je vous partagerai si vous le souhaitez. Où c'est bien de faire de la veille, de regarder, même de les avoir sur LinkedIn. Moi, je suis pas mal d'acteurs sur LinkedIn pour essayer d'avoir toutes les informations les plus fraîches possibles. Mouvements associatifs, enfin, il y a plein Mm. d'acteurs qui partagent des infos et même des veilles d'appels à projets, de subventions, de fondations, il y a plein de choses. Voilà. Les Merci médias. pour ces réponses. Nous avons Lise qui nous demande, donc à ce jour, le mécénat de compétences est réservé aux entreprises de plus de 50 salariés. C'est une question. Et si la nouvelle loi passe en mars, est-ce que toutes les entreprises seront concernées par le mécénat de compétences, y compris les EI ou les micro-entreprises? La réponse à cette question. Alors, en fait, à ce jour, le mécénat de compétences est réservé aux entreprises de plus de 5000 salariés. Bon, donc, comme je vous disais, il y en a plein qui ont quand même, en fait, pu proposer le mécénat de compétences à leurs salariés, mais elles étaient un peu en dehors de la loi. Donc, on espère que ça va passer. Enfin, il y a toutes les chances que ça passe. Hein. C'est passé à l'Assemblée nationale, il y a l'aller-retour avec le Sénat, et puis ça, je pense que ça va être bon. Mais alors, ce qui est pas possible, c'est pour les auto-entrepreneurs, en fait. Voilà. C'est le cas, je crois que c'est ça, hein, Lucille, où ça n'est pas possible. Mais sinon, Il me semble pas non plus. petites entreprises peuvent, oui. Alors, je reprends le fil. Nous avons ensuite David qui nous demande, donc le mécénat donne-t-il le droit à une attestation financière tout comme pour le partenariat? Pardon, le mécénat donne-t-il une attestation, c'est quoi? Comme une convention, vous voulez dire? Convention de Ouais, David, partenariat. n'hésitez Parce que pas. moi, je conseille tous les liens que vous mettez en place avec des entreprises, que ce soit sponsoring ou mécénat, de bien faire une convention de partenariat pour que ce soit hyper cadré et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises d'un côté ou de l'autre. Je ne sais pas si c'est ça la question. Je ne sais pas si la question concerne le mécénat de compétences, mais le mécénat de compétences, en fait, l'entreprise va vous demander un CERFA où elle va vous mettre le salaire chargé du salarié en fonction du temps de présence. Et c'est ce reçu que vous allez donner à l'entreprise. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, une attestation financière. Voilà. N'hésitez pas à préciser vos questions si on y répond mal ou si on les comprend mal. N'hésitez pas à les préciser dans l'onglet questions. Nous avons ensuite... désolée, j'essaye d'aller un peu vite pour trouver vos questions. Donc, par rescrit fiscal, entendez-vous plutôt rescrit fiscalité, intérêt général plus impôts commerciaux, rescrit mécénat, intérêt général plus délivré, ou bien les deux? Bon. En fait, je pense que le rescrit fiscal, il permet les deux, je pense. Ça dépend ce que vous avez demandé, en fait. L'administration fiscale, elle répond à ce que vous avez demandé. Donc, si vous avez demandé de pouvoir délivrer des reçus fiscaux ou d'être exonéré d'impôts commerciaux, enfin, vous correspondez. En principe, c'est sur les deux, hein, le risque fiscal, parce que autant être sécurisé sur l'ensemble. Merci beaucoup Isabelle. Alors, ensuite nous avons une question d'Isabelle qui nous demande comment contacter une entreprise par courrier. Alors j'imagine que c'est la question derrière, c'est comment trouver le contact peut-être d'entreprise dans le cadre de partenariat. Alors par courrier, moi je pratique pas. Enfin courrier postal quoi. Mail oui. Il y a des applications qui sont assez bien justement. En fait, il y a des bases de données où vous pouvez récupérer les informations des entreprises. Moi, je fonctionne beaucoup sur LinkedIn, sur la prospection LinkedIn.
Et il y a des applications, typiquement l'application Lusha, Lusha, qui va vous permettre de trouver les numéros de téléphone à travers LinkedIn. Donc, vous ciblez bien l'acteur que vous voulez contacter et vous allez essayer de le joindre par téléphone ou alors en prise de contact LinkedIn, etc. Et ce que je vous disais tout à l'heure, moi, j'essaye aussi toujours de trouver une raison de prendre contact avec lui, pas d'être est-ce que vous voulez vous engager avec moi, j'ai besoin d'argent, mais trouver une manière de lui dire, bon, bah, j'ai vu que vous faisiez ça, c'est super, est-ce qu'on peut en parler? Je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Donc soit sur LinkedIn, soit par téléphone. Mais c'est vrai que par courrier, moi, je l'ai pas forcément fait et je suis pas sûre du taux de succès, sur ça. Et puis sur LinkedIn, si vous prenez contact, c'est vrai que moi j'ai fait l'erreur à un moment où c'était une stagiaire qui prenait contact avec les différentes personnes, mais c'est important de partir d'un compte qui est hyper actif. Par exemple, ben, le compte du DG de l'association, de la DG de l'association, qui publie des choses, qui a déjà un réseau important. Et comme ça, ben, la personne va pouvoir identifier s'il y a des liens en commun avec elle, voir directement, oui, vous êtes expert de ce sujet-là, etc. Et si vous passez par une personne qui risque de partir rapidement de l'association, vous perdez aussi tous les contacts qui ont été pris par la suite. Donc ça, c'est important si vous êtes dans la démarche commerciale LinkedIn de faire attention à qui prend contact. Merci beaucoup, Lucille. Nous avons ensuite une question de Jean qui nous demande quelle différence entre le mécénat de compétences et le mécénat d'assistance. Je ne sais pas si vous avez la réponse, une ou l'autre. Je ne sais pas ce que c'est que le mécénat d'assistance, en fait. Donc, désolée, mais je vois pas, mais voilà. Bon, bah tant pis, on va regarder peut-être. Tac. Ensuite, Thierry nous demande comment valoriser financièrement le mécénat de compétences pour l'entreprise. Alors, en fait, l'entreprise, soit c'est une prestation de service et donc la prestation de service, elle a un coût, voilà, qui est défini par l'entreprise. Je sais pas, c'est une personne qui va réaliser un site web pour l'association, mais l'entreprise va l'encadrer, donc il y aura de l'encadrement, des jours hommes, etc. Et ça aura un coût. Donc c'est ce montant-là qu'elle va prendre. Et si c'est dans le cadre du prêt de main-d'œuvre, elle va prendre le salaire chargé du salarié au prorata du temps qu'il va passer dans l'association. S'il passe 6 mois dans l'association 2 jours par semaine, ben voilà, elle va valoriser financièrement en fait ce salaire chargé 2 jours par semaine pendant 6 mois. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, nous avons plusieurs questions auxquelles nous avons déjà répondu pendant la présentation, mais par exemple, peut-être qu'on peut revenir sur la question de Gaëlle. Comment présente-t-on l'avantage à l'entreprise de faire du mécénat de compétences? Peut-être que ça rejoint un peu ce que tu as présenté, Lucille, et puis même toi, Isabelle, est-ce qu'on peut en résumer en quelques mots ce que vous recommandez pour cette question? Bah, pour moi, il y a la raison principale aussi d'engager les collaborateurs dans une cause et en fait, c'est vraiment l'animation des collaborateurs, créer un lien autre que le travail classique et une fierté des collaborateurs envers l'action de l'entreprise. Donc, c'est vraiment des sujets de fidélisation des collaborateurs. Et puis, nous, en fait, ce qu'on faisait beaucoup, c'est aussi, il y a une entreprise qui veut soutenir une association et en fait, en travaillant aussi avec le mécénat de compétences, ça fait que le partenariat est vraiment valorisé et aussi les collaborateurs s'engagent. Enfin, c'est vraiment la même idée, hein, c'est que on s'engage dans l'entreprise, on s'engage pour une association et normalement, on reste un peu plus longtemps aussi dans l'entreprise. Il y a voilà ce sujet de fidélisation des collaborateurs qui est principal. Oui, j'ajouterais que il y a quand même l'avantage fiscal, hein, ça on peut leur en parler. Il y a cette image de marque positive aussi à l'égard de partenaires commerciaux ou autres, ou leurs clients tout simplement. Hein.
et aussi, comme le dit Lucille, fidélisation des salariés, aussi attirer des jeunes. Je crois que les jeunes aujourd'hui, quand on les embauche, ils demandent mais que fait mon entreprise en fait pour l'environnement, pour le sociétal, etc. Donc voilà, il y a tout un tas d'arguments en faveur du mécénat de compétences. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos réponses. Alors, on poursuit avec une question de Guy intéressante sur quel type d'entreprises sont les plus portées sur le mécénat de compétences. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui ressortent d'après votre expérience Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les principales entreprises, enfin aussi parce que la loi était comme ça, ce sont les grandes entreprises, beaucoup d'entreprises du CAC 40. Alors, si vous voulez aller voir des entreprises, vous pouvez aller voir sur le site de l'Alliance pour le mécénat de compétences, par exemple, qui regroupe des grandes entreprises qui s'impliquent dans le mécénat de compétences. Mais vous avez aussi des entreprises, des ESN, c'est des entreprises du numérique, qui ont souvent des salariés qui sont entre deux missions, et là on peut les attraper pour 3 semaines pour faire un petit peu de référencement internet ou du graphisme ou autre, qui se mettent au mécénat de compétences parce que pour eux c'est très intéressant, ça remotive leurs salariés. Pendant ce temps-là, ils ne les payent pas à ne rien faire puisqu'ils vont défiscaliser le salaire, alors que sinon le salarié il est à la maison. Donc c'est vrai que au fur et à mesure, il y a un certain nombre d'entreprises qui se mettent au mécénat de compétences, mais voilà, il y a un potentiel énorme parce qu'il n'y en a pas tant que ça pour le moment. Mais souvent, c'est des grandes entreprises, effectivement. Et encore, comme je disais, c'est pas des grosses masses. Aujourd'hui, BNP, je crois qu'ils ont, peut-être 200 personnes en mécénat sur une entreprise qui fait 150 000 salariés ou plus. Donc, c'est vrai que voilà, c'en est au début et on espère que ça va se développer. Ensuite, nous avons une question d'Alexandre sur comment accéder aux personnes décisionnaires d'une entreprise pour un mécénat ou du sponsoring. Est-ce qu'il y a une technique peut-être Lucille, c'est de ton côté. Est-ce que tu as une technique à partager Ouais. Bon, ça, il n'y a pas forcément de secret ou de technique précise. Moi, je vous disais, bon, si vous avez des personnes qui peuvent vous introduire, c'est beaucoup plus pertinent. Moi, j'allais aussi avec des groupes, des clubs d'entreprise où j'étais en lien avec, par exemple, la personne qui gérait le club d'entreprise et je lui demandais est-ce que tu peux m'introduire auprès de cet entrepreneur-là, de ce DG-là, essayer de trouver des facilitateurs pour vous introduire. Ou de partir sur un collaborateur d'une entreprise qui va vous mettre en lien avec la responsable du développement, etc. Voilà, après, en fait, sinon, vous allez, bon, ça, c'est le travail d'inspecteur, de détective, où vous allez essayer de trouver le nom de la personne et de la contacter sur LinkedIn ou enfin, voilà, il y a pas forcément une technique spécifique, mais vraiment essayer plutôt de passer par des personnes qui vont vous introduire plutôt que d'être dans du porte-à-porte. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut bien travailler votre pitch aussi, parce que vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de temps pour être impactant. Si vous êtes dans un appel téléphonique, il vous faut 1 minute 30 pour qu'il ait compris ce que vous pouvez aller faire avec eux. Et aller jouer au golf, je vois les commentaires. Non, mais il y a aussi, non, mais c'est vrai, travailler sur le réseau, d'aller par exemple, vous êtes DG d'une association, essayez d'aller dans des réseaux de DG d'associations, enfin, ou essayer de rentrer dans des clubs d'entrepreneurs, s'il y a des personnes autour de vous qui sont entrepreneurs, et voilà. Essayez de tisser un peu le lien pour avoir des introductions auprès des personnes les plus hautes placées. Mais après, si c'est pas la personne la plus haute placée, ça peut aussi petit à petit remonter et créer aussi des beaux liens, même si vous partez pas de tout en haut. Merci beaucoup, Lucille. Je regarde, j'essaye de piquer des questions auxquelles on n'aurait pas déjà répondu dans l'onglet questions. Si vous envoyez, Lucille et Isabelle, n'hésitez pas à me faire signe. Ah, j'en ai une sur les collectivités
locales, comme l'armée, j'imagine, peuvent-elles faire du mécénat de compétences? Intéressant. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Alors, en fait, il y a c'est dans le cadre, je crois, de la loi 3DS, qu'il y a une expérimentation qui se fait dans la fonction publique là sur quelques années pour que effectivement elle puisse faire du mécénat de compétences. Notamment, je sais qu'à la ville de Paris, ils sont en train d'essayer de mettre ça en place. Mais en fait, c'est très compliqué pour les collectivités parce qu'il faut que ce soit voté. Enfin, il y a tout je dirais, un cadre administratif qui fait que c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais effectivement, il y a une expérimentation actuellement qui est en cours et qui permet ça. Oui. Alors, on a répondu du coup à la question aussi d'Asso Dynamob sur est-ce que les collectivités territoriales font partie des structures qui permettent de faire du mécénat de compétences. C'est donc pareil. Nous avons ouï dire que côté association, il fallait déclarer le don reçu depuis 2023, fake news ou pas, si info, comment déclarer ses dons. Lucille, je vois que tu hoches de la tête. Est-ce que tu as une réponse à cette? Oui, en effet. Alors par contre, là, j'ai pas l'information précise. Je sais que pour une entreprise, côté entreprise, oui, elle doit déclarer son don si elle fait plus de 10 000 euros de dons. Pour une association, ça doit être aussi s'il y a un montant précis, mais je veux pas vous dire de bêtises. Donc Je faudra vous peut-être revenir partage. vers vous avec cette réponse. Mais... Ouais, je vous partage. Je viens de trouver un article d'association.gouv sur Google. Je vous le partage dans le chat si ça peut donner une réponse en attendant que Lucille puisse vous donner plus d'infos. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la plupart des questions. Si jamais on en avait loupé, n'hésitez pas à nous faire signe dans le chat. Mais j'ai l'impression que tout le monde a l'air de fuir. En même temps, c'est déjà 19h passées. Bon, s'il vous plaît, pouvez-vous revenir sur le sponsoring? Kelly demande si on peut revenir sur le sponsoring. Oui, bien sûr. Alors, sur quel aspect du sponsoring? Parce que, donc, en effet, le sponsoring, donc, l'objectif, il y a un objectif commercial derrière. Nous, on avait pas mal de sponsors côté Mouji. C'était principalement notre lien de partenariat avec les entreprises. Et les entreprises étaient sponsors à nos conseils parce qu'elles voulaient soit avoir une visibilité avoir un lien avec les jeunes, parce que notre cœur d'activité, c'était la jeunesse et l'entrepreneuriat. Donc, avoir un lien plus fort avec les jeunes, rencontrer des jeunes entrepreneurs, d'autres entreprises qui étaient en lien avec nous parce que les entrepreneurs étaient des potentiels clients pour eux. Et donc, en fait, on devait travailler sur un programme de visibilité et un programme de mise en lien des jeunes et de cette entreprise-là, mais en les sensibilisant vraiment qu'on n'était pas dans du commercial direct, etc. Donc, il y a toute une politique partenariale qu'on doit mettre en place avec, bon, bah, vous nous donnez 20 000 euros, ça veut dire que vous allez être visible sur tel truc, tel truc, tel truc, vous allez faire telle intervention, etc. Et il faut vraiment travailler cette politique partenariale pour, d'une part, ne pas se faire envahir par l'entreprise, et d'autre part, du coup, être dans un cadre vraiment, enfin, vraiment carré et nous savoir c'est quoi les droits et les devoirs par rapport à cette entreprise sponsor. Mais c'est vraiment une négociation, en fait. Le sponsoring, on est dans une négociation. Il n'y a pas d'avantage fiscal derrière. Et l'avantage commercial est assez clair. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? C'est vrai que surtout dans le sponsoring, je pense que c'est important d'avoir des niveaux de partenariat, partenariat de niveau 1, niveau 2, niveau 3, parce que elles se regardent entre elles et elles peuvent dire, mais moi, vous avez fait un truc génial avec telle entreprise, j'ai envie de faire la même chose. Justement, pour se protéger, on lui dit, bah, dans le cadre, toi, tu étais une partenariat niveau 1. Si tu nous donnes un peu plus l'année prochaine, et ben, on pourra t'afficher sur le gros événement, etc. Mais ça vous permet d'être bien clair et de pas mélanger les messages entre les sponsors. Voilà ce que je peux vous dire, mais il faut bien cadrer le partenariat et le négocier, et puis faire attention
pas se faire envahir aussi. Sensibiliser l'entreprise à votre réalité terrain, en fait. C'est très important parce qu'il y en a qui vont pas forcément se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière, de tout le temps que vous passez quand vous faites une action avec elle et leur dire, bon, ben, nous, c'est ce qu'on leur disait à Bring the Way, le temps que l'association va passer avec vous, c'est du temps qu'elle va pas passer sur le terrain avec les bénéficiaires. Donc, il faut qu'elles comprennent que si elles vous soutiennent, c'est pas forcément pour que vous passiez l'intégralité de temps avec elles, quoi. Donc, les sensibiliser. Merci beaucoup, Lucille. Alors, nous avons une autre question. Donc, ça fait 2 fois en plus que Nathalie nous la pose. Nathalie nous demande, pouvez-vous nous répondre à la question sur les principales plateformes d'appel à projet? Est-ce que l'une de vous, Lucille, peut-être, tu connais des plateformes d'appel à projet Ouais, alors là, on n'est pas forcément sur le sujet du lien entreprise-association, mais donc sur les appels à projets plutôt subventions, il y en a plusieurs. Alors moi, j'utilise par exemple la plateforme appelaprojet.org, tout simplement. Et après, il y a des groupes d'associations. Typiquement, il y a la structure Assopreneur. Donc, c'est un groupe qui accompagne les entrepreneurs dans leur développement. Ils font une veille assez fine aussi des appels à projets en cours. Moi, en général, je suis un peu tous les comptes des acteurs clés où je sais qu'ils ont l'habitude de sortir des appels à projets, etc. Donc, je suis abonnée à leur newsletter, à leur LinkedIn, etc. Et puis après, ben, en fait, il faut se faire une liste de sites veille, quoi. Euh, il y a plusieurs acteurs qui ont des plateformes qui référencent. Pareil, Bleu Blanc Zèbre. Bleu Blanc Zèbre a une super plateforme qui référence, mais il faut faire partie de Bleu Blanc Zèbre pour, pardon, pour accéder à la plateforme. Mais moi, je vous conseille vraiment d'avoir une liste des acteurs principaux et toutes les semaines d'aller regarder les acteurs qui vous concernent, voir s'il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Ouais, il y a Care News aussi qui parle pas mal des appels à projets. Ouais, c'est sûr. Donc ça, c'est gratuit. Et puis, en fait, ben, je sais que pas mal de mairies aussi font une espèce de veille sur les appels à projets pour les associations. Donc, ça peut être intéressant de s'inscrire à leur newsletter associative ou autre. Voilà. Ouais, je vous partage des liens dans le chat que Lucille et Isabelle ont évoqués. Et donc, dans les questions, on en a encore pas mal. Hein. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir répondre à tout le monde, mais en tout cas, pour tout ce qui est sujet, donc partenariat entreprise, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Lucille. Et pour tout ce qui est sujet mécénat de compétences, bénévolat et compagnie, vous avez sur la présentation les contacts de... Je vais le remettre ici en gros. Les contacts donc de Lucille et de tous bénévoles. J'essaye de remettre dans le chat. Donc, s'il y a d'autres questions qu'on aurait loupées, n'hésitez pas à nous les remettre dans le chat. Parce qu'on en a déjà répondu à pas mal. Pour la question donc, sur les présentations des services IAPLA, donc vous allez recevoir un mail juste après le webinaire. Vous allez avoir un mail avec l'enregistrement du webinaire, le support de présentation. Vous aurez les contacts aussi de Lucille du coup et tous bénévoles. Et vous aurez aussi un lien pour vous inscrire à un webinaire vraiment dédié à IAPLA, à la présentation de IAPLA, à nos services. Mais du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas rapidement, donc on est une plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les associations. Donc, on vous permet notamment de collecter tout ce qui est dons, adhésions, billetterie et de gérer toutes vos activités administratives, en gros, sur IAPLA. Que ce soit bien clair qu'on ne peut pas décider soi-même d'intérêt général, ça passe par les services fiscaux. Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. Mais en tout cas, l'intérêt général, comme on l'a répété, et je vais vous remettre le lien, effectivement, il y a un certain nombre de critères. Et puis, je vais peut-être afficher la slide tout à l'heure d'Isabelle qui est très, très sympa sur le sujet et qui montre les critères d'éligibilité. D'éligibilité, oui, c'est un peu tard. Là, je commence à bégayer un petit peu. Et vous avez sur la slide aussi le lien vers l'article du Code général des impôts qui détaille la liste des associations concernées par l'intérêt général. Eh bien, écoutez, s'il y a
Oui, mais je voulais juste ajouter, effectivement, c'est les services fiscaux qui peuvent, in fine, dire qu'on est d'intérêt général, mais il y a quand même, les gens ne vont pas contrôler toutes les associations, donc c'est vrai que le conseil de nos avocats, c'est plutôt si vous n'êtes pas sûr de l'avoir, le rescrit fiscal, et sûr de l'avoir, ça veut dire prendre du temps, détailler toutes vos activités, enfin ça va être vraiment long à faire. Si vous n'avez pas ce temps à consacrer et pas aussi l'aide d'un juriste, parce que c'est quand même du jargon un peu juridique, on vous conseille de ne pas vous lancer là-dedans si c'est pour prendre 1, 2 salariés en mécénat de compétences. Voilà. Après, si vous n'êtes pas d'intérêt général et que malgré tout, vous prenez un salarié en mécénat de compétences et vous permettez à l'entreprise de défiscaliser, évidemment, elle prend des risques, vous prenez des risques, c'est sûr. Voilà. Ouais. En fait, moi, ce que j'ai noté, c'est que l'administration fiscale, si jamais elle commence à regarder votre association et qu'elle dit, mais pour nous, on n'est pas d'intérêt, vous n'êtes pas d'intérêt général, en fait, elles doivent prouver que vous avez été de mauvaise foi, que vraiment c'était clair que vous n'étiez pas d'intérêt général et que vous avez exagéré, quoi. Mais donc, si vous êtes, selon vous, d'intérêt général, vous pouvez aussi demander, pourquoi pas un juriste de vous faire une petite note pour valider que vous rentrez dans les critères et vos missions sont d'intérêt général, pour partager la responsabilité. Mais l'idée, c'est qu'on peut vous faire des problèmes que si c'est clair que vous saviez que vous n'étiez pas d'intérêt général et vous avez joué. Nous avons une question encore de Véronique sur les risques encourus si on émet des reçus fiscaux et que j'imagine qu'on n'a pas le droit de le faire. Oui, je pense que Lucille vient de bien dire ce qu'on risque, hein, en fait. C'est vrai que si on sait pertinemment qu'on n'est pas d'intérêt général et qu'on fait comme si on l'était, c'est vrai qu'on prend le risque d'être retoqué, enfin l'entreprise va être retoquée par l'administration fiscale, l'association va avoir des problèmes, enfin c'est une évidence. Donc la bonne foi, l'honnêteté est absolument nécessaire. Voilà. Donc il me semble que c'est surtout pardon. Oui, vas-y. Non, mais c'est surtout, voilà, ça va être requalifié en du sponsoring et du coup, les financements, les réductions fiscales, il va y avoir un rattrapage aussi sur les réductions fiscales qu'a obtenu l'entreprise. Exactement. Et donc, l'entreprise va pas forcément être très contente. Merci à toutes les deux. Merci à toi, Solène. Là, ça a été très, très riche de pouvoir exposer ce sujet du mécénat qui est passionnant. Merci à toutes les deux. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, vous avez nos adresses de contact juste ici et que vous allez recevoir également par email juste après la fin du webinaire. Je vérifie quand même s'il n'y a pas des petites questions de dernière minute. Et sinon, je vois que pas mal de personnes nous quittent et nous souhaitent une bonne soirée. Donc, merci à toi, Lucille. Merci à toi également, Isabelle, pour cette belle présentation. C'était un plaisir d'être avec vous, de vous écouter. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et puis, j'ai vu quelqu'un demander s'il y a d'autres webinaires comme ça. On en organise souvent, Yapla. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter sur notre site web pour recevoir les invitations. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et encore merci à vous deux, Lucille et Isabelle. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Bonne soirée.